le journal. Au sommaire de cette édition, Qaysar est en visite officielle en Algérie pour la 4e édition du Salon africain du commerce intra-africain. La foire commerciale intra-africaine, un catalyseur décisif pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange ZECAf, un marché d'avenir à exploiter pleinement. Les détails lors de cette édition. Vers une meilleure gestion des stations de pompage dans les zones industrielles. Santé de cas de virus du Nil occidental confirmé dans la région de Zagouan. Gaza, le bilan s'alourdit à 64 231 martyrs et 161 583 blessés. Ukraine, les Européens prêts sur des garanties de sécurité attendant la contribution de Donald Trump. Et puis sport, le 11 national face aujourd'hui à son homologue du Libéria, match décisif. Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la journée. À l'instar du monde musulman, la Tunisie célèbre aujourd'hui dans le recueillement le Moulad, fête de la naissance du prophète, habituellement marquée par des rituels religieux et des traditions sucrées autour du fameux gougou. Cette édition 2025 s'inscrit dans un contexte économique difficile entre hausse des prix et rentrée scolaire imminente. Décryptage, l'Ardeur Suite. Le Moulad est traditionnellement l'événement religieux le plus solennellement et massivement célébré par les Tunisiens. Riches comme pauvres, pratiquants ou pas, chacun accomplit son rituel à sa manière, tout en restant tenu par les préceptes religieux de base. Des soirées liturgiques organisées la veille dans les mosquées, dominées par les chants religieux et les psalmodies du Coran, à la préparation de l'acide de farine ou la crème des grains d'Alep, moulu, garni de fruits secs, de dragées multicolores, communément appelés acide gogo. Sauf que cette année, exceptionnellement, les donnes ont changé et les habitudes ont été trahies, rompues par la majorité des familles en raison de la grimpée des prix du gogo et des ingrédients d'assaisonnement. La date de cette fête qui coïncide avec les préparatifs de la rentrée scolaire a mis en difficulté financière les familles de conditions modestes et moyennes. La plupart des ménagères se sont donc abstenues cette année de festoyer l'événement dans le luxe et la prodigalité, se rassemblant sur l'acide traditionnel au grand dam des enfants et des adultes amateurs de sucreries succulentes et d'exquises. Bonne fête à tout le monde. La Tunisie fête aujourd'hui le Moulad. 263 activités religieuses ont été programmées à l'occasion de cette célébration. Ce programme qui s'étend sur les 13 délégations du gouvernorat comprend des cours, des lectures et clôtures religieuses et coraniques ainsi que des concours. La région de Croix se distingue par la préservation de ce patrimoine spirituel compte tenu de son statut particulier dans le monde islamique, notamment en Afrique du Nord. Hier et à l'occasion de la fête du Moulad, la Raja s'est déroulée dans sa 9e édition, organisée par l'association de la culture du Stambeli Sidi Ali Lasmar. Cette procession mystique et musicale a fait vibrer la Médina au rythme des rituels soufis. Des troupes venues de tout le pays ainsi qu'un groupe invité d'Algérie ont pris part à cet événement unique qui célèbre le patrimoine spirituel tunisien. Anas Bokhris, commissaire régional au tourisme de Tunis, nous en dit plus au micro de Rajeb Ben Amar. Cette activité culturelle, elle est aussi une activité touristique, vu qu'elle attire les touristes avec, bien sûr, notre participation de faire découvrir la Médina auprès des visiteurs de Tunis, la capitale. Cette activité, elle permet de valoriser le patrimoine de la Médina, dynamise aussi l'activité économique et valorise les monuments culturels et religieux de la Médina de Tunis, comme les zaouïas et les mosquées. Elle permet aussi aux visiteurs d'interagir avec le patrimoine vivant, l'effet aussi économique qui stimule l'offre touristique et les revenus des acteurs locaux à la Médina et en dehors de la Médina. Elle participe aussi à la promotion de la gastronomie, entre autres le plat de acide zgougou, qui est le plat majestueux de cet événement-là.
Consommé chaque année à l'occasion du Mouled, la Sida Ouzgougou est un dessert emblématique du patrimoine culinaire tunisien. Si elle séduit par sa saveur et son aspect onctueux, elle renferme également des qualités nutritionnelles souvent méconnues. Riche en minéraux et en fibres, le Zgougou grain du pain d'Alep offre de réels bénéfices pour la santé. Zoom sur les atouts de cet ingrédient traditionnel et les conseils pour une consommation équilibrée avec Semira Blouza Chapchoub, docteur en nutrition. Elle intervient au micro de Rajeb Ben Amar. Acitis Zgougou est hypercalorique, elle apporte énormément de calories. Des bienfaits, oui, on peut dire qu'elle en a, surtout par le biais du Zgougou. Le Zgougou qui est riche en potassium, en sodium, en magnésium, en vitamine B1, et il réduit aussi le mauvais cholestérol, il régule le transit intestinal, il favorise la relaxation musculaire, et quand on le consomme en grains naturels, il peut constituer un coupe-faim naturel. Elle est constituée à base de laitage G2 et de sucre. On conseille toujours d'éviter, au moins de réduire la consommation de sucre. Les fruits secs contiennent des protéines végétales, 55% de graisse, mais ce sont de bonnes graisses. Mais on recommande pour certaines personnes qui ont des maladies chroniques d'éviter d'en consommer en excès. De préférence, pas le matin à jeun, surtout chez les diabétiques, parce qu'il va augmenter rapidement la glycémie, mais après le déjeuner, par exemple, à la place du fruit. Il faut respecter la tradition, mais également préserver sa santé. Le président de la République Kais Saïed est à Alger depuis hier pour prendre part à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la Foire du commerce intra-africain qui se tient du 4 au 10 de ce mois. La Tunisie est présente dans cette édition à travers un pavillon national de 300 mètres carrés regroupant 30 entreprises opérant dans différents secteurs. La manifestation devait aboutir selon les prévisions à des accords d'investissement de plus de 44 milliards de dollars, un forum de 4 jours sur le commerce et l'investissement, des rencontres entre B2B ainsi que des sessions de networking auront lieu au cours de cette édition, une opportunité unique pour développer les échanges économiques intra-africains et valoriser les expertises tunisiennes à l'échelle continentale. Selon Razi Yacoub, directeur central de la promotion au CEPEX, cette édition devrait attirer 200 exposants issus de 75 pays et près de 35 000 visiteurs. Razi Yacoub au micro d'un Safzeli. La Tunisie a un pavillon national de 304 mètres carrés avec la présence de 24 sociétés privées tunisiennes et un espace institutionnel qui va regrouper toutes les parties prenantes du secteur public, à l'instar du CEPEX, la FIPA, la PIA et même le comité national de la ZLECAF. Donc l'objectif de cette participation, c'est renforcer les échanges économiques entre les pays africains et accroître les exportations tunisiennes de biens et services vers tous les pays africains. Il est à noter que la ZLECAF, elle est marquée par la présence de 1,3 milliard de consommateurs potentiels. Donc c'est un marché prometteur. Il est considéré comme une opportunité très importante pour nos exportations. De même, la politique de la Tunisie, du commerce extérieur, elle vise ce marché-là. Donc la présence nationale tunisienne à cet événement, c'est l'accroissement des exportations tunisiennes sur les pays africains en général et les pays qui sont membres déjà de la ZLECAF. On parle ici de 54 pays. De même, on vise à faire des partenariats avec des investisseurs étrangers. Ils peuvent s'installer en Tunisie. Aussi, il y aura des visiteurs européens. Donc, on peut faire des investissements en Tunisie en tant que portail pour l'Afrique. L'Afrique, un marché d'avenir à exploiter pleinement. Le commerce intra-africain ne représente encore que 16 à 17% des échanges du continent, loin des 66% observés en Europe. Les enjeux d'intégration économique sur le continent africain se font de plus en plus pressants. La Tunisie montre l'exemple avec des exportations vers l'Afrique subsaharienne multipliées par 3 en 10 ans. Anis Jazili, président de Tunisia Africa Business Council, au micro de Zainab Feres. Les chiffres de tout ce qui est commerce interafricain, aujourd'hui il est aux alentours de 16-17%. Comparé à l'Europe, c'est 66%. Donc on est encore très loin par rapport aux chiffres et ambitions des Africains. Mais à travers ce genre de salon, qui est l'IATF, à travers les initiatives telles que la ZLECAF, le COMESA et beaucoup d'autres initiatives qui sont en train d'être faites sur le continent africain, il y a une dynamique très importante. Le commerce interafricain va progresser d'une manière extraordinaire. L'export tunisien est en train de progresser. On a en 10 ans multiplié par 3 nos exportations vers le marché de l'Afrique subsaharienne.
Le président de la République, Kais Saïed, a eu hier soir un entretien avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune au salon d'honneur de l'aéroport Hawali Boumediene à Alger. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite officielle du chef de l'État tunisien en Algérie où il participe à la 4e édition du Salon africain du commerce intra-africain organisé du 4 au 10 septembre sous le slogan « La porte d'accès vers de nouvelles opportunités ». Au-delà du caractère protocolaire, l'entretien a permis d'évoquer les liens historique entre la Tunisie et l'Algérie, deux pays voisins unis par des intérêts stratégiques communs. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce, de l'énergie et du transport, à un moment où les deux pays cherchent à consolider leur rôle de passerelle vers les marchés africains. La participation de Kais Saïed à ce rendez-vous continental traduit surtout l'intérêt de la Tunisie à s'inscrire plus activement dans la dynamique de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Le comité mixte relevant du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie sera créé afin d'examiner la situation des stations de pompage des eaux implantées dans les zones industrielles au cas par cas, aussi bien sur le plan technique qu'immobilier. L'objectif est de transférer leur gestion à l'Office national de l'assainissement ONAS, conformément aux procédures légales et dans les délais les plus courts. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion tenue hier au ministère, présidée par la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'énergie en présence des responsables de l'ONAS et de l'agence foncière. Le ministre de l'économie et de la planification s'est réuni par ailleurs hier à Tunis avec le chef de l'entreprise française UR Power, laquelle est spécialisée dans le traitement et le recyclage des eaux usées, leur exploitation dans la production d'énergie alternative et d'eau pure de haute qualité, utilisable notamment dans le domaine agricole. Le responsable a exprimé la volonté de son entreprise d'investir en Tunisie et la création d'un projet pilote dans ce domaine, indiquait le département de l'économie de la planification dans un communiqué. 2 cas de virus du Nil occidental ont été confirmés dans la région de Zagouan. En effet, le virus circule principalement entre septembre et novembre via le moustique Culex pipien, vecteur principal de la maladie. Cette période coïncide également avec la migration des oiseaux réservoirs naturels du virus, ce qui accentue les risques de transmission. Le virologue Mahjoub Laouni explique que ce virus ne se transmet que par piqûre de moustique, sans contamination possible entre humains. Écoutons Mahjoub Laouni au micro de Zainab Feras. Il a été annoncé justement au niveau de la région de Zagouan 2 cas de West Nile. Ces 2 cas de cette période, c'est pratiquement normal parce que le virus, c'est la saison de sa circulation via le vecteur qui est la moustique Culex pipien. Et à partir de cette période, le mois de septembre jusqu'au mois de novembre, ce vecteur circule d'une façon importante. Et au même temps, il y a aussi l'événement de la migration des oiseaux qui sont les réservoirs de ce virus. Donc, quand un oiseau piqué par ce vecteur, il sera bien chargé en virus et ce virus, en quantité suffisante, elle peut être transmis à une personne quand elle sera piquée par ce Culex pipien. La transmission se fait uniquement justement par ce vecteur. Il n'y a pas de transmission interhumaine. Dans la majorité des cas, le virus du Nil occidental ne provoque aucun symptôme. Environ 20% des personnes infectées présentent des signes bénins proches de la grippe. Les formes graves, comme la méningite ou l'encéphalite, touchent principalement les personnes âgées, immunodéprimées ou atteintes de maladies chroniques. Mahjoub Laouni, virologue. Il y a à peu près 1 sur 5 des personnes infectées qui peuvent manifester des signes cliniques. Les 80%, même s'ils sont infectés, ne sont pas vecteurs et ne peuvent pas contaminer d'autres personnes. Les signes cliniques sont connus, presque ressemblent à une manifestation grippale, essentiellement une température élevée et brusque, avec des mal de tête, des toux, des douleurs au niveau dorsal et au niveau des muscles. Et puis, dans certains cas, une éruption cutanée. Il y a aussi quelques signes cliniques qui apparaissent, vomissements, des douleurs au niveau abdominal et puis des diarrhées éventuellement. Mais elle peut évoluer ces signes pour avoir des cas beaucoup plus sérieux et surtout
surtout quand on atteint des méningites et éventuellement des encéphalites. Les gens qui sont les plus sensibles et qui montrent ces manifestations sont essentiellement les immunodéprimés, les personnes avec des maladies chroniques, les personnes âgées, et tous ces cas sont beaucoup plus sensibles à ces infections par le West Nile. Des juristes et militants réunis hier à Tunis ont appelé la communauté internationale à protéger la flottille de la résistance maghrébine contre toute interception de la part de l'armée sioniste, qualifiant une telle action d'acte de piraterie. Lors d'une conférence organisée par l'Ordre national des avocats tunisiens honnêtes, les intervenants ont exprimé leur soutien unanime à cette flottille humanitaire qui doit quitter la banlieue nord de Tunis dimanche prochain pour tenter de briser le blocus de la bande de Gaza. Le bâtonnier Hatem Ziou a affirmé que l'objectif de cette initiative était de mettre en lumière le droit international applicable à une flottille civile confrontée à un risque d'intervention militaire violente. Il a qualifié la situation à Gaza de l'une des pires souffrances endurées par un peuple. 5 Palestiniens sont tombés en martyrs hier soir dans des bombardements de l'armée sioniste ciblant des villes de Rafah et de Gaza. Un drone de combat sioniste avait largué des grenades sur une tente abritant des personnes déplacées dans la zone de Mawassi à Rafah, causant le martyre de 2 Palestiniens et blessant des dizaines d'autres. Le Hamas a annoncé hier qu'il était prêt à conclure un accord de cessez-le-feu global dans la bande de Gaza, avec notamment un échange des prisonniers et la fin du conflit en cours. Les soutiens européens de l'Ukraine se sont réunis aujourd'hui à Paris pour afficher leur détermination à lui fournir des garanties de sécurité et demander à Donald Trump quelle sera la contribution des États-Unis une fois un cessez-le-feu en place. Ce sommet d'environ 35 dirigeants, certains présents à l'Élysée, d'autres en visioconférence, va nous permettre de finaliser les garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine, a déclaré à l'ouverture des travaux le président français Emmanuel Macron, à la tête de la coalition avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. L'Europe est au rendez-vous pour la première fois avec ce niveau d'engagement et d'intensité, avait annoncé Macron, ajoutant que le travail de préparation pour ces garanties était achevé et qu'il allait être endossé politiquement à la réunion. Le président américain Donald Trump a laissé entendre, lui, qu'il pourrait imposer 2 nouvelles sanctions à la Russie si ses efforts de médiation dans le conflit en Ukraine n'aboutissent pas. Dans le même temps, le président russe Vladimir Poutine a déclaré être prêt à rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, mais a estimé qu'une telle rencontre serait stérile. Culture, et quand la culture pénalise la politique, le film de la réalisatrice tunisienne Kawthar Benahnia, The Voice of Handrajab, a été salué par une ovation record de 24 minutes lors de sa première projection hier soir à Venise. Tiré d'une véritable tragédie survenue à Gaza le 29 janvier 2024, ce long métrage bouleversant de 89 minutes en compétition pour le Lion d'or de la 82e Mostra de Venise est un appel poignant pour l'arrêt du génocide en Palestine occupée. En même temps que la longue ovation, les spectateurs ont scandé le slogan « Free Free Palestine » et certains ont brandi des drapeaux palestiniens dans la salle, un moment marquant un véritable engagement politique du cinéma mondial en faveur de la libération de la Palestine. The Voice of Handrajab met en lumière des opérateurs du Croissant Rouge qui reçoivent un appel d'urgence de la petite palestinienne Handrajab, 6 ans, piégée dans une voiture sous le feu de l'occupation à Gaza. Elle implore des secours. Bien avant la présentation du long-métrage, tous les regards étaient déjà braqués sur ce film qui a constitué l'événement phare de cette biennale vénitienne. Le collectif a également lancé une lettre ouverte demandant au festival de prendre position contre le génocide à Gaza, confirmant ainsi la politisation de l'événement. C'est dire que Première à Venise et la force émotionnelle du film de Kawthar Benahnia ne manqueront pas de donner davantage de visibilité à cette œuvre titrée Du réel, déjà candidat de la Tunisie pour les Oscars 2026. En compétition pour le Lion d'or de cette 82e Mostra de Venise, The Voice of Handrajab est déjà le vainqueur dans le cœur de ceux qui aspirent à la paix et à l'arrêt de la guerre en Palestine occupée. Sport, football, le sélectionneur national Semi Trabelsi a affirmé que le match face au Libéria prévu aujourd'hui au stade de Rades à 20h pour le compte de la 7e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026 groupe H est loin d'être facile et que le chemin de la victoire passera nécessairement par un but rapide. Lors d'une conférence de presse tenue hier, Trabelsi a mis en garde contre l'excès de confiance, rappelant que la Tunisie a souvent rencontré des difficultés à Rades face à des équipes jugées techniquement moyennes.
Et puis, la commission chargée de la gestion de la Ligue nationale de football professionnel a annoncé une série de sanctions disciplinaires à l'issue de sa réunion périodique. La plus marquante concerne le club sportif Bizertin, sanctionné d'une défaite sur tapis vert 2-0 face au club africain, sorti d'une amende de 20 000 dinars et de l'obligation de disputer 3 rencontres à huis clos. Prévision météo, le ciel sera passagèrement nuageux aujourd'hui sur la plupart des régions du pays. Les nuages seront plus denses l'après-midi sur les zones du nord-ouest et du centre-ouest. Les températures seront en légère hausse, les maximales comprises entre 30 et 34 degrés aux régions côtières et entre 35 et 40 degrés ailleurs. Point final à cette édition, on rappelle du sommaire avant de vous quitter. À l'instar du monde musulman, la Tunisie célèbre aujourd'hui dans le recueillement le Mouled, fête de la naissance du prophète, habituellement marquée par des rituels religieux et des traditions sucrées. Et puis Qais Saïed en visite officielle en Algérie pour la 4e édition du Salon africain du commerce intra-africain. Point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Houaïda Bizid pour la collaboration technique, à Rim Trabelsi dans la production digitale. C'était Semia Salimi côté micro. Excellente suite de programme.